Bien, nous allons reprendre la suite de ces interventions consacrées au roi chevalier. Je voudrais tout d'abord remercier mes confrères des Archives nationales qui m'ont fait le grand plaisir de m'inviter à parler d'un projet que j'ai commencé voici déjà quelques années, non pas seul mais aussi avec mes élèves à l'école des Chartes. Un grand plaisir parce que c'est une maison, les Archives nationales, que je n'ai jamais cessé de fréquenter. Je n'y suis plus en tant que conservateur, mais je m'en sens toujours un petit peu membre quelque part, et donc je suis vraiment très, très heureux de pouvoir parler devant une assemblée très nombreuse, et je me suis vraiment très très satisfait de voir effectivement que les archives, le retour aux sources, l'histoire en général intéressent un public nombreux, y compris un mardi en semaine à Paris quand il commence à faire beau. Et donc je crois que c'est un excellent encouragement pour nous formateurs dans des écoles, pour les archivistes qui conservent les fonds et pour tous les historiens qui s'efforcent effectivement de les faire vivre à travers leurs travaux. Alors, comme ça a été dit dans l'introduction, c'est une suite d'exposés qui vont du général au particulier, et il me revient d'une certaine manière de vous parler du particulier et d'un personnage, comme l'a dit Sylvie Nicolas, qui est certainement méconnu, et j'ajouterais que je partage pleinement cet avis, à savoir le chancelier Antoine Dubourg, qui me donnera l'occasion de vérifier une fois de plus que le retour aux sources n'est pas forcément une mauvaise chose, et je l'espère en tout cas une chose qui n'est pas ennuyeuse. Euh, je commencerai tout d'abord par vous présenter un petit peu le personnage, pour essayer de le rendre un peu moins méconnu, si cela est possible. Avant de vous présenter la source sur laquelle j'ai travaillé, ou je travaille encore évidemment, de vous présenter ensuite le projet éditorial qui est vraiment, non pas dans les limbes, mais qui en est vraiment simplement à ses débuts, et puis ensuite de conclure par une réflexion sur ce que cette source peut nous dire d'une fonction, le chancelier, et d'un souverain, François Ier, qui n'apparaissent pas nécessairement toujours clairement, en particulier à travers des sources telles que celles que je vais vous présenter. Alors Antoine Dubourg a été chancelier de France du 16 juillet 1535 jusqu'à sa mort accidentelle le 28 octobre 1538. C'est un personnage qui, dans cette fonction, est coincé entre Antoine Duprat, qui pendant 20 ans a été le premier chancelier de François Ier, et ensuite Guillaume Pauillet, qui a été un chancelier aussi magnifique que malheureusement sorti vite de l'histoire à la suite d'un procès qui a été commencé en 1542. Alors normalement, effectivement, Dubourg ne devrait pas attirer des foules nombreuses, un demi-millénaire après l'exercice de sa charge, s'il ne nous avait laissé une correspondance très, très abondante dont je vais vous parler. Alors, Dubourg a une formation et une trajectoire sociale assez comparable à celle d'Antoine Duprat, qui fut probablement son mentor et qu'il a recommandé peut-être à la charge de chancelier. Comme Duprat, les Dubourg sont des Auvergnats, ou tout au moins originaires de la frange méridionale du Massif central. Le journal d'un bourgeois d'Issoire le dit natif d'Issoire, mais je crois que c'est surtout une volonté de le placer sur le même plan que Duprat, qui lui y était véritablement né. Ce qu'on sait de sa formation, c'est très peu de choses. D'abord, on ne sait pas à quelle date il est né. On sait qu'il a fait des études juridiques, probablement à Toulouse, comme beaucoup d'Auvergnats de cette époque-là, et qu'il en est sorti docteur. Il apparaît en réalité pour l'historien dans le catalogue des actes de François Ier seulement à partir de 1526, en qualité de lieutenant civil au Châtelet de Paris. C'est une charge considérable et qui fait de Dubourg le véritable patron de la justice dans la capitale après le Parlement. Et donc c'est sans surprise que Dubourg ait choisi cette même année pour faire partie d'une commission présidée par Jean de Selve et qui a pour vocation de punir les financiers que l'on connaît sous le nom de tour carré. Il est entre autres chargé d'examiner les comptes de deux clients assez importants que sont Thomas Boyer et Jacques de Beaune de Semblançay. Et visiblement, Dubourg a fait ce qu'on attendait de lui, en tout cas ce qu'attendait Duprat, qui était vraiment la personne qui l'a guidé vers ce type de charge. En 1531, Dubourg entre au conseil de Louise de Savoie, conseil que préside Duprat. Véritablement, c'est le personnage que l'on retrouve tout au long de sa carrière. Et la même année, Dubourg est nommé président du Parlement de la Principauté de Dombes, qui est celle de Louise. Duprat le met ensuite à l'abri, sous sa direction, en lui faisant octroyer un office de correcteur et rapporteur de la Grande Chancellerie, qui est une charge assez peu en rapport finalement avec ses capacités judiciaires,
et avec son pédigré professionnel, mais qui lui laisse un certain temps libre pour exercer d'autres commissions qui lui sont confiées, des commissions tout aussi extraordinaires données par le chancelier. Et je note au passage que Dubourg est probablement le seul chancelier de France qui a occupé des fonctions subalternes dans cette institution qu'est la Grande Chancellerie avant d'en prendre la tête. Assez vite, en 1532, il reçoit un office de maître des requêtes qui est beaucoup plus en rapport avec ses capacités juridiques. Et en 1534, il est fait président amorti au Parlement de Paris. Donc une trajectoire probablement voulue, mais aussi bien préparée par Duprat, qui l'a mis en quelque sorte dans les rails pour devenir chancelier à son décès. De son mariage avec Anne Hénard, Antoine Dubourg a eu plusieurs enfants, dont au moins 3 fils qui ont incarné chacun à sa façon ce qu'on pourrait appeler les espoirs ou les blocages de la France du deuxième tiers du XVIe siècle. L'aîné, François, est devenu maître des requêtes et il a suivi la voie de l'Église, puisqu'il est devenu évêque de Rieux en 1537, alors que son père était au sommet de sa puissance, comme on va le voir. Son frère cadet Jean lui a succédé sur ce siège beaucoup plus tard, en 1568, et le plus jeune des fils, Antoine, a fait à la fois un retour aux origines, en devenant sénéchal de Riom, mais en même temps a embrassé les idées nouvelles en devenant réformé. Mais le véritable héritier du chancelier Dubourg, c'est Anne Dubourg, que l'on connaît probablement beaucoup plus que son oncle, puisque neveu du chancelier, il a fait des études de droit et il lui a d'une certaine manière succédé dans des charges de justice. Il est devenu conseiller au Parlement de Paris en 1557. Il a été le professeur de la Boétie à l'université d'Orléans. Et le premier, il a fait de la défense de la foi réformée qu'il avait embrassée un enjeu de droit au sein du Parlement de Paris. Cela a mal fini pour lui, il a quand même été condamné pour hérésie, et son exécution publique, le 23 décembre 1559, marque d'une manière assez symbolique, en tout cas dans la propagande gravée des protestants, le début des guerres civiles en France. La plus grande partie de la correspondance adressée à Antoine Dubourg durant son cancellariat est actuellement conservée dans cette maison, aux Archives nationales, dans la série J dédiée au Trésor des Chartes, en l'occurrence sous les cotes J965 à J968, 4 cartons. Comme toute la série, les originaux ne sont en principe pas communicables et la consultation se fait ordinairement sur microfilm. Malgré tout, je vous ai trouvé quelques photographies pour vous montrer à quoi ressemblent les documents. Ils sont actuellement conservés dans des cartons cochards, à l'intérieur de différentes chemises à rabat. À la différence d'autres fonds, aucun autre traitement matériel, en particulier une reliure ou un montage sur onglet, n'a été apporté à ce fonds épistolaire. J'y reviendrai, c'est à mon avis une très bonne chose. Il se présente matériellement sous la forme qu'ont connue les expéditeurs et destinataires de ces lettres, c'est-à-dire sous forme de feuilles volantes qu'il est possible de tenir en main et de retourner quand il s'agit de feuillets simples ou d'ouvrir dans le cas de bifeuillets. Et c'est là pour un 16e un cas de figure finalement relativement rare, je le dis pour ceux qui n'auraient pas pratiqué ce type de source, qu'on ne rencontre plus guère lors de la consultation d'originaux de cette période, à l'exception finalement de certains fonds privés, qu'ils soient conservés dans des institutions publiques, comme par exemple le magnifique chartrier de Thouars qui est conservé ici aux Archives nationales, ou qu'ils soient encore en main privée. Du point de vue archivistique, telle qu'elle se présente aujourd'hui, cette correspondance passive a été ventilée par les archivistes du XIXe siècle selon les destinataires en différents dossiers. Les uns sont alphabétiques au nom des différents expéditeurs, et a priori, un dossier est ouvert chaque fois que l'on conserve au moins 2 missives du correspondant. Pour certains d'entre eux, très assidus, comme le roi ou Anne de Montmorency dont nous avons déjà parlé, plusieurs dossiers distinguent les lettres généralement année après année. D'autres lettres sont classées selon des logiques thématico-institutionnelles, un terme que j'utiliserai faute de mieux, tels que finance, cour des aides, Bourgogne, inventeur, médecin, gens de justice, sans compter les inévitables lettres diverses qui en réalité souvent cachent de très bonnes surprises. Donc les 4 cartons dédiés principalement à la correspondance passive de Dubourg rassemblent plus de 1100 lettres missives, pour une courte période d'à peine 3 ans et demi, de l'été 1535 à l'automne 1538, et compte tenu de la concentration chronologique des documents et surtout de l'extrême disparité sociale et politique des auteurs, c'est un ensemble épistolaire exceptionnel dont il n'existe pas de réel équivalent en France à ce niveau de responsabilité administrative et politique, à l'exception évidemment des archives du connétable de Montmorency dont il a été question à l'instant. Donc on vous aura présenté cet après-midi finalement les 2 plus beaux ensembles épistolaires pour des périodes assez courtes mais intensément documentées.
pour la France, j'entends, évidemment. Les historiens et les archivistes font ordinairement dériver cette moisson archivistique inédite de la saisie des papiers du chancelier Guillaume Poyet, le successeur immédiat de Dubourg, à partir de 1542. Alors c'est une interprétation qui a sa part de logique, qui n'est pas impossible, mais elle pose un certain nombre de questions dans la mesure où l'ensemble que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de coffre des chanceliers, hein, c'est une appellation qui a franchi le temps jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'état général des fonds dans lequel ce terme est inscrit, pour autant ces coffres des chanceliers ne comportent aucun document ou aucune lettre datant du cancellariat de Poyet lui-même, à l'exception d'une seule lettre écrite par le doge de Venise au tout début de son cancellariat du 26 novembre 1538. Alors, il n'est pas impossible qu'une partie des lettres intéressant directement la gestion de Poyet ait été distraite par ces juges et conservée par eux à l'issue du procès. Et par conséquent, on pourrait imaginer que les pièces qui ont été mises au trésor des chartes sont des pièces qui ont été jugées inutiles par les magistrats. Mais il subsiste un certain nombre d'éléments sur lesquels j'ai encore beaucoup de mal à me prononcer et qui me font plutôt douter de la réalité de cette saisie judiciaire, très postérieure finalement au cancellariat de Dubourg. Une évaluation assez rapide et grossière faite à partir de l'inventaire ne tient pas compte finalement pour l'instant d'une meilleure datation, mais permet de faire apparaître la répartition que vous avez ici au tableau, qui montre effectivement une ventilation assez médiocre pour les premières années, qui s'accentue pour l'année 1537, qui est de loin la mieux représentée, avec un très grand nombre de lettres pour l'instant non datées, mais c'est une absence de millésime qui ne surprend pas les praticiens, les historiens de cette période du règne de François Ier, où beaucoup de missives sont finalement absentes, sont dépourvues de millésimes. Et je ne désespère pas, au fil de l'édition que je mène, de pouvoir réduire évidemment le nombre de lettres sans date. Pour autant, le déséquilibre subsistera. Comme tous les fonds épistolaires, mais avec plus d'intérêt encore étant donné ce qui vient d'être dit sur le caractère exceptionnel de ce fonds, il est possible de lancer de multiples investigations qui vont au-delà du contenu factuel des lettres, dont je parlerai en fin de présentation. Le diplomatiste, par exemple, pourra porter un regard intéressé au formulaire des lettres, à la manière dont les uns et les autres s'adressent au chancelier, les gens du Parlement étant visiblement les seuls à donner un nom et un prénom au chancelier. Tous les autres l'appellent Monseigneur le chancelier. Le Parlement de Paris, le considérant probablement comme l'un des siens, se permet de le qualifier de son prénom et de son nom. On pourra également s'intéresser au format matériel des lettres, en tout cas au mode de pliage qu'on serait assez tenté de vouloir reproduire en prenant les documents et en reprenant le fil des traces qui sont toujours visibles. On y trouve également d'autres typologies que les lettres missives. Par exemple, ces très rares suppliques adressées au Conseil du roi, une institution qu'on aurait tort de réduire trop vite simplement à un organe politique, en l'absence d'archives administratives constituées pour cette période-là. Et là, il me semble qu'il y aurait un intérêt à rassembler ce type de suppliques pour les traiter en tant que tels. Le paléographe appréciera à sa juste valeur l'exceptionnelle coupe qu'il est possible d'opérer sur une période assez déterminante dans l'histoire de l'alphabétisation en France. Les milieux qui écrivent à Dubourg sont d'ordinaire ceux de professionnels de l'écriture, et l'on recherchera des traces d'apprentissage effectuées à des dates plus ou moins anciennes. D'autant que le taux d'autographie n'est probablement pas négligeable au fur et à mesure que l'on descend dans l'échelle sociale. Pour le dire autrement, les personnages les plus importants se font évidemment assister de vrais professionnels qui ont une écriture relativement standardisée, tandis que effectivement de petits juges, de petits financiers, de petits personnages ou de petits nobles auront tendance effectivement à écrire leurs lettres eux-mêmes au chancelier. On appréciera ainsi, comme il se doit, cette lettre des religieuses de Chelles, qui demandent à Dubourg de supplier le roi de les laisser dans leurs règles anciennes, accoutumées, et de ne rien y changer. Il m'a semblé que l'écriture adoptée semble porter d'une certaine manière par elle-même cette tendance, cette volonté d'immobilisme, étant donné le caractère relativement archaïque qui est sans doute plus adapté à la copie de manuscrit qu'à l'échange de lettres missives ordinaires. Par ailleurs, le sigillographe bénéficiera en ce qui le concerne de l'effet heureux des mesures de conservation prises par les archivistes des Archives nationales au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils ont décidé de microfilmer l'intégralité du Trésor des Chartes.
C'est une décision évidemment frustrante pour le lecteur d'aujourd'hui, mais on peut encore profiter justement de cette non-consultation ou très faible consultation des originaux pour observer des traces discrètes mais très révélatrices de ce qu'était la réalité de la correspondance de cette époque-là, comme par exemple ces signets appliqués sous papier. Je vais tirer ici quelques exemples de la correspondance d'Anne de Montmorency. J'ai noté effectivement des disparités de signets. Je n'ai pas encore creusé la question et je pense que c'est une enquête qui mériterait d'être poursuivie à travers l'ensemble de la correspondance. Il me semble que ce sont des signes évidemment de validation, mais qui indiquent aussi au destinataire, avant même qu'il ouvre le pli, quelle est l'identité de son expéditeur, en tout cas pour les plus importants d'entre eux, hein, et cela permettait effectivement ensuite au secrétaire de Dubourg de noter à l'attention de leur patron, en 2 ou 3 lignes, le contenu de la lettre ainsi que l'indication de son expéditeur. Alors, je pourrais continuer très longtemps cette liste de questionnements possibles que l'on peut effectivement adresser à de telles sources, et vous me permettrez de la conclure provisoirement en signalant tout l'intérêt que représente pour le chercheur en filigrane des lettres plutôt bien datées, concentrées sur un court espace de temps. Il est possible sur un espace français relativement large, car les expéditeurs de Dubourg, un peu comme ceux de Montmorency, touchent à tout le royaume, à toutes les cours de justice ou presque. On pourrait procéder effectivement à un inventaire des types de papiers en circulation, et on peut même, dans le cas où on dispose d'abondantes séries de lettres écrites par un même expéditeur, comme le roi ou Montmorency, qui écrivent globalement une centaine de lettres chacun à Dubourg durant ces années, de recueillir plusieurs clichés d'un même filigrane dans des positions et des contextes variables. Et je signale que l'école des Chartes vient de lancer, en collaboration avec l'IRHT, l'INRIA, l'école des Ponts, un programme de recherche soutenu par la commu PSL visant à créer un logiciel de reconnaissance optique de filigrane. L'idée étant de produire par la suite une application pour smartphone qui permettra à tout un chacun et d'identifier, éventuellement de signaler de nouveaux filigranes. Et donc évidemment les Archives nationales seront un partenaire naturel de cette opération qui pourra commencer par les lettres de Dubourg, qui pourra se poursuivre en particulier par les fonds du minutier des centrales des notaires de Paris. J'en viens maintenant à la raison pour laquelle je suis devant vous, à savoir l'édition des lettres de Dubourg. On sait que la fin du XVe siècle et la première moitié du XVIe siècle correspondent à une inflation assez remarquable, non seulement de la production, mais encore de la conservation des lettres missives. Le rapport entre conservation et production, évidemment, n'est pas forcément évident à tracer, mais on constate effectivement que de plus en plus de lettres sont écrites ou sont conservées. Les rythmes varient selon les pays, selon les niveaux sociaux, évidemment, et selon la responsabilité politique des individus. En dehors de quelques grandes entreprises, comme par exemple l'édition de la correspondance de Louis XI, rares sont les éditions de sources épistolaires d'ampleur avant le règne de François Ier. Et pourtant, ce dernier avait été retenu pour le lancement, ou presque, des grands projets d'édition de correspondance politique sous l'égide du Comité des travaux historiques et scientifiques dans les années 1840-1850. En 1847, c'est Aimé Champollion-Figeac, qui est le neveu du célèbre égyptologue et qui est aussi le fils d'un professeur de paléographie à l'école des Chartes, qui fait paraître un volume intitulé « Captivité du roi François Ier », que Jean-Marie Le Gall connaît bien, évidemment. Alors Champollion-Figeac a peut-être puisé dans le fond du trésor des Chartes, mais je ne suis incapable de vous le dire, en tout cas sans avoir fait la vérification, dans la mesure où cet aimable fils de chartiste ne cite pas ses sources, à l'exception de 5 lettres qu'il a ajoutées au dernier moment à son édition et qu'il est allé chercher, ou qu'on est allé chercher pour lui, dans les archives de Venise. Alors ce volume que l'on connaît, en tout cas quand on s'intéresse à François Ier, c'est un peu un monument que l'on ne peut pas manquer, dramatise d'une certaine manière à l'extrême le souvenir de ce souverain, et surtout il a d'une certaine manière un peu asséché l'intérêt d'un futur éditeur pour la correspondance de François Ier. Alors même que les correspondances de Catherine de Médicis, d'Henri IV, de Richelieu, de Mazarin remplissent des dizaines de volumes in quarto, l'idée étant de montrer l'influence de ces personnages, de ces grands acteurs de l'histoire de France sur les événements de leur temps, le désintérêt porté à la correspondance du premier Valois semble marquer en retour le jugement, peut-être, que l'on portait sur ce monarque, un jugement partagé hier comme aujourd'hui, qui va de la fascination à la moquerie, avec une infinie gamme de nuances. Alors, le fond dont je vous parle était connu au XIXe siècle, et l'énorme masse de lettres issues de l'activité du chancelier Dubourg a appelé l'attention des archivistes, qui y ont d'abord puisé
des éléments remarquables mis en valeur indépendamment de la structure archivistique d'où ils étaient tirés. C'est ainsi que la célèbre lettre écrite le 22 octobre 1538 par le président des enquêtes au Parlement de Paris, Louis Caillot, au chancelier Antoine Dubourg, sur les conditions de préparation de la première édition de la Great Bible d'Henri VIII, ce première Bible réformée anglicane à Paris, a fait l'objet d'une édition par extrait publiée dès 1871 dans le recueil que connaissent bien mes confrères ici, intitulé « Musée des Archives nationales, documents originaux de l'histoire de France exposés dans l'hôtel de Soubise », comme 15 autres lettres d'expéditeurs illustres extraites du fonds du bourg, qui devenait de facto l'un des plus sollicités, sinon peut-être le plus sollicité, pour le début de l'époque moderne, l'idée étant effectivement de montrer des traces autographes, par les signatures, de ces grands personnages que l'on connaissait pour cette période-là. Le premier chercheur à avoir puisé la matière de son édition dans cette correspondance a été Michel François, qui a été archiviste aux Archives nationales avant de devenir professeur puis directeur de l'École des Chartes, pour sa thèse complémentaire dédiée à l'édition de la correspondance du canal de Tournon, où effectivement, dans la correspondance de Dubourg, on trouve des dizaines de lettres adressées par ce cardinal. Le projet promu par l'École des Chartes, me semble-t-il, est le premier projet qui vise à ne pas faire de coupe à l'intérieur de cette correspondance et d'éditer au contraire l'ensemble de ce fonds. Alors comme plusieurs entreprises éditoriales à l'École des Chartes ces dernières décennies, ce travail a commencé par un travail proposé en formation au titre du contrôle des connaissances de nos élèves, en l'occurrence éditorial, puisque ce fonds offrait tout à la fois une variété d'écritures et de thèmes. Et je tiens à remercier ici très chaleureusement aussi bien Guylain Brunel, qui était responsable de la série à l'époque, que Amable Sablon du Corail, qui tous les deux effectivement ont facilité et facilitent encore les prises de vue et un rapport plus direct à l'original, bien indispensable puisque le recto et le verso des documents sont importants, ainsi que les traces de scellement. Très rapidement, l'idée de faire prospérer ces premiers travaux très isolés, 1 à 3 lettres par élève chaque année, a pris corps et un projet de plus grande ampleur a alors été proposé à la direction de l'école pour rejoindre nos éditions électroniques sur notre site internet. L'idée était de pouvoir donner sans attendre l'édition des lettres dès qu'elles étaient prêtes. L'idée c'est de pouvoir effectivement éditer au fur et à mesure, sans attendre 15 ou 20 ans que tout soit prêt. Le premier travail de mise en ligne a été accompli sous ma direction par Camille Desenclos, qui était diplômé de master de technologie numérique appliquée à l'histoire à l'École des Chartes et qui est aujourd'hui maître de conférence à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse. Le site actuel tel qu'il se présente lui doit beaucoup. Alors elle a travaillé dans un premier temps sur un corpus d'une centaine de lettres du roi de France pour lesquelles il a fallu mettre en place un certain nombre de procédures. J'ai ajouté à cette publication pour la première fois l'édition intégrale de la longue lettre et du long rapport fait par Caillot sur la fabrication de la Bible d'Henri VIII à Paris. Alors pour l'instant, chaque lettre est reproduite selon une présentation assez proche d'une édition papier. Les principales différences avec celle-ci tiennent tout d'abord dans un sommaire dynamique, c'est-à-dire que chaque élément de la lettre est distingué dans le sommaire et on peut aller directement à tel ou tel élément, dans le cas en particulier des missives assez longues, il y en a quelques-unes, pas tellement celle du roi, mais on a envisagé effectivement la suite du programme pour des lettres beaucoup plus longues. Également des fenêtres surgissantes qui permettent, en passant simplement sa souris, de voir apparaître l'identification des lieux ou des personnes qui sont citées dans les correspondances, avec une graphie qui est souvent très variable d'une lettre à l'autre. Et ces fenêtres produisant une sorte d'index automatique qui permet aux futurs éditeurs de s'en servir pour identifier leurs propres personnages. Alors pour l'heure, ce site est assez imparfait, en tout cas c'est comme ça que je le juge. Il manque évidemment une interface d'interrogation qui permettrait de faciliter la navigation, qui pour l'instant se fait lettre par lettre, ce qui est évidemment très frustrant. Les questions qu'on pourrait poser, les questions qu'on obtiendrait surtout, permettraient d'échapper aux logiques qui ont été un peu formatées par le classement archivistique, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui me semble évidemment imparfait, en tout cas qui donne une idée un petit peu fausse de cette correspondance, et on pourrait évidemment regrouper ainsi par les questions posées les lettres par série chronologique stricte pour cheminer avec les acteurs, un peu comme l'a suggéré Jean-Marie Le Gall tout à l'heure, au fil d'une négociation, ou bien pour concentrer son intérêt sur un personnage, sur un lieu, sur une ville, sur une affaire quelconque. Toutes interrogations qui permettent finalement, en un clic ou presque,
de pouvoir poser ces questions sous des angles différents, hein, un petit peu comme si on se promenait autour d'un objet et non pas en regardant face à face. Hein. C'est un petit peu, me semble-t-il, l'avantage d'une bonne interface. Actuellement, un corpus important d'environ 200 lettres est en cours de relecture et j'attends quelques semaines pour pouvoir le verser sur le site. Et donc j'espère que l'année 2017 nous permettra de le doter non seulement d'une réelle visibilité et surtout de l'enrichir par un nouveau contenu. J'ajoute que ce projet nous permettra peut-être de proposer à d'autres contributeurs d'enrichir ce premier noyau d'importance, hein, 1 millier de lettres à peu près, par l'édition d'autres correspondances administratives et judiciaires au sens large de cette époque, en particulier ce que j'appellerais des microcorpus qui en général sont délaissés par les éditeurs parce qu'une lettre, 2 lettres, 10 lettres, 20 lettres ne permettent pas de décider une université, une école à financer un projet autour de ces petits corpus, alors qu'en réalité, souvent, mêlés avec d'autres, ils prennent un sens évidemment très, très important. Et souvent, effectivement, on a des acteurs dont on ne publie jamais les correspondances parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses. Et donc, il me semble que ce serait l'occasion, par le biais de l'informatique, d'ajouter comme ceci, pour une période à peu près similaire, d'autres correspondances de cette période-là. Et pourquoi pas, j'en ai parlé un petit peu avec Amable Sablon du Corail, éditer ou rééditer une partie des lettres qui ont été achetées par les Archives nationales de Jean de Selve, hein, d'autour de 1525 et un petit peu après, achetées en 2013 sur le marché de l'antiquariat, qui ont été classées dans la sous-série AB19 aux Archives nationales. Il me semble que ce serait assez logique de les joindre là. Elles sont d'une qualité matérielle et intellectuelle de première grandeur, je pense, et ce serait, il me semble-t-il, un service à rendre à la communauté historique. Alors, cette correspondance, je terminerai par là mon intervention, nous permettent de poser un certain nombre de regards sur ce qu'est la vie d'un chancelier à cette époque-là et sur son rapport avec le roi. C'est en tout cas l'angle précis que j'ai choisi en fonction effectivement du titre de la journée. L'image qu'on se fait d'un chancelier, c'est d'abord d'être, de manière assez tautologique, le responsable de la grande chancellerie de France et des actes royaux qui en découlent. En vous disant cela, je dis tout et en même temps je ne dis rien. Et seule l'étude précise de la correspondance permet de se faire une idée de l'exacte étendue des responsabilités qui découlent de cette capacité à ordonner ou pas la rédaction d'actes royaux. Alors la source que nous examinons, quoique fort riche, je l'ai dit et j'y reviendrai, n'est en très grande majorité composée que de correspondances passives. Rares sont les lettres de Dubourg lui-même qui nous ont été conservées en l'état actuel de la recherche. Alors, il y en a certainement à Chantilly, hein, mais on peut en trouver dans d'autres endroits. J'en ai repéré une conservée aux Archives départementales du Nord, selon une histoire archivistique que je vous passe, mais que je pourrais préciser si les questions viennent à être posées. C'est un cas de circulation archivistique assez complexe, mais qui s'explique bien quand on prend le temps de le détailler. Et je pense que d'autres promenades de cette sorte sont encore possibles et que en tout cas je ne désespère pas de remettre la main sur d'autres lettres de Dubourg, mais elles n'atteindront jamais le taux de conservation des lettres pour les années de cancellariat que nous avons ici aux Archives nationales. Ce qui nous demeure aujourd'hui, c'est ce que nous savons à partir donc des lettres écrites par des correspondants qui, par leur demande, leur refus, leur plainte ou leur félicitation, il y en a quelques-unes, dressent finalement en creux l'étendue et les limites d'un pouvoir, celui du chancelier de France, au début du deuxième tiers du XVIe siècle. Alors, un petit mot rapide sur le contexte historique dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent. Les années 1535-1538 sont des années assez intenses, mais on peut dire ça de toutes les années du règne de François Ier, voire d'autres périodes de l'histoire de France. Mais il me semble que, rapportées à l'ambiance générale du règne de François Ier, elles annoncent une fin de règne que, comme Jean Jacquard, j'aurais tendance à qualifier d'ombre du couchant. Je trouve l'expression très bienvenue. Ce sont d'abord des années de guerre. Les 3/4 du cancellariat de Dubourg se sont déroulés sur un fond de conflit militaire. Ce conflit reprend au décès du dernier Sforza à Milan, en novembre 1535. Dès l'hiver 1536, François Ier occupe la Savoie. Il ne le sait pas, mais la France en sera propriétaire pendant presque un quart de siècle. Et Charles Quint multiplie les incursions en Provence la même année.
En 1537, les adversaires, Charles Quint d'un côté, François Ier de l'autre, multiplient les levées de troupes et les campagnes militaires en Picardie et en Milanais, donc à différents endroits de l'Europe occidentale. Et l'année se termine sur une trêve signée à Monzon en Aragon. L'année 1538, on le sait, est celle des grandes entrevues de Nice, tout d'abord, où les deux grands personnages ne veulent pas se voir, mais ils voient le pape, et ensuite d'Aigues-Mortes, quelques temps plus tard, où là, pour le coup, ils se rencontrent depuis très longtemps. Tout ceci se solde par une nouvelle trêve, cette fois-ci conclue pour une période de 10 ans. Parallèlement, en 3 ans, ou 4, de 1535 à 1538, la géopolitique et la religion chrétienne sont complètement bouleversées à l'échelle de l'Europe. Tout d'abord, l'alliance objective entre la France et les Turcs est consacrée en février 1536 par ce qu'on appelle les capitulations ottomanes. La même année, Calvin publie son institution chrétienne, et 2 ans plus tard, Henri VIII est excommunié et le schisme anglican s'impose à une Europe alors en pleine ébullition. Durant cette courte séquence chronologique, le chancelier Dubourg est présent sur tous les fronts. Tout d'abord celui de la justice, et c'est entendu, c'est sa responsabilité première. Alors si l'on retient principalement du règne de François Ier l'œuvre attribuée à Guillaume Poyet, à travers l'ordonnance de Villers-Cotterêts de août 1539, il convient de rappeler que ce long texte est probablement dans les tuyaux de la chancellerie, si vous me passez l'expression, depuis un certain temps, lorsque Poyet arrive à la chancellerie en novembre 1538. Et sous Dubourg, de très importants textes de réforme judiciaire ont été promulgués en septembre et octobre 1535 pour la Provence, puis à nouveau en août 1536 pour la Bretagne, qui contiennent de multiples dispositions qui sont reprises dans le texte de 1539, qui me semble plutôt un texte enveloppant, visant effectivement à reprendre les dispositions particulières pour ces 2 provinces récemment rattachées au royaume, de manière à proposer un texte unificateur. Ensuite, la promulgation de l'édit de Crémieux, le 19 juin 1536, a posé les bases de la procédure des justices inférieures pour de très longues décennies et a été accompagnée par différentes mesures d'ordre public, comme par exemple le fait de confier au prévôt des maréchaux, en 1537, la juridiction sur le vagabondage et la mendicité, où certains voient volontiers l'origine de notre actuelle gendarmerie nationale. Il faut faire attention aux filiations institutionnelles, mais ce n'est pas complètement faux, ce n'est pas complètement vrai non plus. La mise en place des institutions françaises en Savoie, en particulier judiciaires, après 1536, a été une grande affaire, opérée sous l'autorité du chancelier, qui en a profité pour mettre le pied à l'étrier à toute une génération de futurs grands magistrats. On ne se précipitait pas pour aller au Sénat de Chambéry, donc on envoyait plutôt les jeunes. Ce sont des gens qui sont devenus parfois de grands magistrats parisiens, de grands ministres de la monarchie à l'époque des guerres de religion, et donc c'est une première expérience de monter comme ça une opération, une création institutionnelle dans un pays voisin, mais où les institutions étaient différentes, et qui certainement les a marqués pour la suite de leur carrière. Et la correspondance conservée du chancelier restitue à merveille ce dialogue et l'exécution de ces mesures assez importantes. Enfin, une bonne partie des requêtes et des informations adressées au chancelier tient dans la succession et la création des offices de justice qui connaissent à ce moment-là une intense période de mouvement. On y trouve également évidemment les conséquences d'une justice d'exception à laquelle Dubourg a participé, en particulier contre les hommes de finance, et on y trouve effectivement un certain nombre de missives auxquelles il est probable que Dubourg n'a pas répondu. Par exemple, celle que vous voyez ici au tableau. Le cancellariat de Dubourg correspond aussi à la montée en puissance d'une répression judiciaire par la monarchie, et non plus seulement par ses tribunaux, des idées nouvelles en matière de religion. Alors, nous ignorons absolument tout de la sensibilité religieuse de Dubourg, mais nous le trouvons fidèle exécutant d'une politique de surveillance et de condamnation de toute option confessionnelle trop marquée. J'ai noté, entre autres dans le fond, une lettre de la faculté de théologie qui n'est pas datée, en tout cas pour l'instant pas datée, qui souligne son étroite confiance à l'endroit du chancelier pour, je cite, « tenir toujours la main que les pernicieuses sectes et opinions ne repullulent en France comme elles commencent ». Donc on compte sur lui et visiblement on lui fait confiance pour cela. Le chancelier a apporté un soin tout particulier à la surveillance de l'imprimerie. Il a fourni un premier cadre de contrôle de la production écrite. Le 2 mars 1536, il a institué une censure des livres de médecine par 3 docteurs en théologie. Et surtout, on lui connaît le texte du 28 décembre 1537, promulgué à Montpellier, qui est connu ou qui est vanté comme étant
l'origine de l'actuel dépôt légal des livres, une origine qui est en partie vraie, là aussi en partie fausse. C'est un texte qui fait d'abord obligation aux imprimeurs du royaume de présenter aux bibliothécaires du roi, avant toute mise en vente, les livres nouvellement imprimés, pour qu'un rapport puisse être fait et éventuellement un jugement porté sur les idées défendues dans ces livres, et ceux qui étaient acceptés pour la bibliothèque du roi étaient maintenus. Mais c'est un dépôt légal un petit peu spécial, puisqu'effectivement, il tourne autour d'un contrôle du contenu. Dubourg a lui-même été un exécutant assez zélé de sa propre législation, en confiant à des présidents du Parlement de Paris le soin de visiter les ateliers d'impression pour s'enquérir, on l'a vu, de la nouvelle Bible anglaise, mais aussi, par exemple, de la publication en 1537 du Cymbalum Mundi de Bonaventure des Perriers, une œuvre jugée absolument dangereuse par le pouvoir. Les années de guerre sont d'ordinaire des années de cauchemar pour tout responsable des affaires politiques, en particulier sous l'Ancien Régime, mais pas seulement. Le chancelier Dubourg, moins que d'autres, n'a pas échappé à cette règle d'airain. Il faut savoir que durant les années 1535-1538, des sommes énormes sont englouties à toute allure par les besoins des armées. En 4 ans, le montant de la taille, l'impôt direct qui pèse essentiellement sur les campagnes, augmente de près de 30%, passant de plus de 3 millions de livres à plus de 4 millions. Il s'agit là d'un moment de bascule dans l'histoire des finances à l'époque de François Ier. Ce chiffre de 4 millions sera désormais plutôt la norme. On revient un petit peu dans certaines périodes de paix à un chiffre inférieur, mais globalement c'est l'horizon désormais autour duquel tournent les revenus d'imposition directe. Ces années sont également le moment d'une vaste recherche d'argent dont témoigne la correspondance de Dubourg. Exécution de la levée des 3 grandes décimes décidées en 1535, aliénation du domaine avec un record battu en 1537 qui tourne autour de 1 million de livres, donc un engagement absolument sans commune mesure avec ce qu'on avait pratiqué auparavant. Cela sans compter les multiples emprunts, les ventes d'office, dont les négociations atterrissent immanquablement sur la table du chancelier. Le chancelier, de par ses fonctions de producteur d'actes royaux, assignations, quittances, lettres de provision, lettres de commission, est placé au centre des procédures financières de la monarchie. Il peut bloquer, infléchir ou accélérer toute décision. Toutefois, il ne se contente pas de fournir les documents qu'on lui demande, il doit aussi chercher lui-même les meilleures solutions de financement. Meilleures solutions, cela veut dire les plus rapides et pas nécessairement les plus économiques pour le trésor du roi. Et s'il est difficile en l'état actuel de préciser la proportion de documents qui dans la correspondance traitent de finances ou de justice, on pourra le faire à l'issue de l'édition. Pour l'instant, l'écrasante majorité des lettres de Montmorency et une bonne partie des lettres du roi tournent autour des questions de finances, qui semble évidemment être l'obsession, en tout cas le sujet principal dont Dubourg est saisi par ces personnages. Enfin, Dubourg, c'est aussi un des reflets de la correspondance qu'il entretient, participe pleinement à la politique internationale de la monarchie. Alors, qu'on s'entende bien sur les mots, ce n'est pas une politique internationale telle qu'on la pense aujourd'hui, c'est une politique en fait intérieure, traitée avec des partenaires extérieurs. 2 exemples simplement, même 3 si vous voulez. Les relations avec Rome sont suivies par Dubourg à travers des correspondances reçues de l'ambassadeur à Rome, tout simplement pour l'exécution du Concordat de Bologne. Tout le jeu des nominations, le jeu des pensions sont suivis par le chancelier. De la même façon, le suivi des correspondances avec les cantons suisses se fait autour des questions de financement, car vous le savez, on ne demande pas que des hommes à la Suisse, on demande aussi de l'argent pour les payer. Donc c'est un système effectivement qui se met en place aussi durant le règne de François Ier. Enfin, durant le cancellariat de Dubourg, le chancelier semble avoir fait de l'Écosse un domaine un peu réservé parce qu'il y a des questions financières et judiciaires à régler avec cette partie de l'Europe. Je vous ai promis d'en venir quand même au roi, objet de notre réunion aujourd'hui, pour vous dire tout d'abord que le lien de Dubourg avec le souverain laisse apparaître que la volonté du roi ne souffre pas de discussion, c'est en tout cas assez net dans les correspondances que lui adresse le souverain. Alors il y a des gradations dans l'expression de l'ordre royal, dont le destinataire, en l'occurrence Dubourg, était probablement le seul à mesurer la signification. Depuis le relativement doux « vous me ferez très agréable plaisir et service » jusqu'à des expressions plus directes comme « je vous prie et ordonne » ou bien « je veux et entends ». Dans sa correspondance adressée à son chancelier, le roi ne se place jamais en position d'avoir à demander un avis ou un conseil à Dubourg.
C'est un commerce épistolaire à sens unique, vertical, descendant, qui ne surprend pas outre mesure dans le cadre d'une monarchie. La correspondance dont il est ici question ne doit pas faire illusion sur un caractère faussement personnel, en raison de l'emploi de la première personne, de l'apostrophe, d'un système épistolaire similaire à ce qu'on trouve pour des missives ordinaires. Les lettres missives du roi sont d'abord des documents très formalisés, contresignés par un secrétaire et appartiennent pleinement au domaine de l'acte royal. On peut le vérifier à de multiples occasions. La signature du roi, que vous voyez ici, n'est presque jamais tracée de la main du souverain. Elle est imitée avec une régularité qui force l'admiration, chaque secrétaire s'efforçant de contrefaire au mieux, non pas la signature du roi, mais ce qu'il estime être la signature d'un roi de France. Il est cependant aisé de voir qu'il y a là une stylisation qui ne correspond en rien aux hésitations du piètre scripteur qu'a été le premier Valois. Cette signature autographe assez pitoyable, François Ier ne l'a laissé apparaître qu'à une seule reprise, en tout cas je n'en ai trouvé qu'un exemple, dans la correspondance adressée à Dubourg, dans une lettre du 28 juillet 1537, où il est question, comme à l'ordinaire, de faire payer un fournisseur du roi, en l'occurrence un marchand génois, nommé Emanuele Ricci. Et vous voyez que le secrétaire de Dubourg a bien noté que ce sont des lettres signées de sa propre main, de la propre main du roi, caractère exceptionnel qui a été bien relevé par le destinataire. De tous les secrétaires, seul Gilbert Bayard semble avoir osé imiter cette autographie peu flatteuse du roi, un roi qui pourtant prétendait à l'Empire et discutait d'égal à égal avec le pape, et lui a essayé au contraire de restituer ce caractère un peu maladroit par rapport à ses confrères. On le sait, la fonction de chancelier à cette époque éloigne son titulaire chaque fois que son roi, dont on sait qu'il affectionne les théâtres d'opérations militaires, se déplace. Et donc plus qu'avec le roi, c'est avec les autres conseillers du prince que Dubourg a régulièrement affaire, qu'il s'agisse du cardinal de Tournon ou du connétable de Montmorency. Mais pourtant, dans l'entourage du souverain, c'est Jean Breton qui, pour Dubourg, est le véritable broker, intermédiaire de cette relation roi-chancelier. On a vu dans les mentions de Breton dans le Conseil que c'est un personnage omniprésent. C'est véritablement l'homme qui compte à ce moment-là. Breton est un intermédiaire en tant que secrétaire du roi responsable de fait de la mise en ordre matérielle de la décision portée par l'acte royal. Et Dubourg devient parfois un véritable simple garde des sceaux auquel Breton adresse des documents dont il a assuré l'entière rédaction. Et le roi, le chancelier est sollicité pour y mettre le sceau sans même discuter. Alors les demandes de Breton sont toujours formulées en termes respectueux, mais la réalité est là. Le secrétaire est d'abord un transmetteur d'ordre avant d'être un collaborateur du chancelier. Il me semble que la jeunesse du pouvoir ministériel moderne se lit tout entière dans la nuance de ces rapports, et si l'on ne devait retenir qu'une leçon de la correspondance de Dubourg, elle serait probablement là. J'achève mon propos en vous disant que le chancelier, tel qu'il apparaît à la lumière de sa correspondance passive, n'est pas qu'un exécutant ou un expert de haut niveau. Il est aussi capable d'initiative et de jugement, mais il est dans la main du roi, dans la main de ses secrétaires ou de ses favoris, et il ne participe pas au jeu politique de premier plan. J'avais écrit dans un article qui date maintenant de quelques années que l'on pouvait tirer une forme de parabole de sa mort accidentelle. Il est tombé en se promenant, il était assis sur sa mule et il a chuté, il s'est fait mal et il en est mort. On pouvait tirer une parabole, à savoir celle du bon conseiller, prudent et compétent, mais inadapté au chaos de la vie politique du temps. Et vous me permettrez de conclure sur une autre parabole que je tire du fonds que j'exploite et que conservent les archives nationales, en vous parlant des effets d'ombre et de lumière produits par la superposition d'une main filigranée sur la signature du roi, alors évidemment par une prise de vue ad hoc. Elle paraît faire surgir une main de justice un peu immanente derrière la signature ici fictive du roi, comme si le pouvoir du roi était bien dans le papier et non dans les mots que celui-ci peut porter. Il y aurait là, me semble-t-il, comme un étrange écho au pouvoir réel ou occulte que l'on prête aux archives du pouvoir. Je vous remercie.